Bonjour. Alors, je vais inviter Madame la maire Anne Hidalgo à venir pour une cérémonie extrêmement longue qui va consister pour moi à lui remettre le fac-similé d'un petit marteau qui a été remarqué au moment de la COP 21, puisque c'est celui, ou en tout cas son jumeau, avec lequel j'ai tapé sur la tribune pour dire l'accord de Paris est accepté. Et compte tenu des initiatives d'Anne, je pense que la destinataire est une excellente destinataire et une excellente ambassadrice du climat. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'aurais juste l'occasion non pas de taper sur qui que ce soit, mais vraiment de l'utiliser pour continuer ce travail que nous avons fait. Je veux vraiment te remercier pour les avancées que tu as permises sur les questions de climat. Merci à toi. Merci Anne. Alors si je comprends bien, il faut que d'abord on applaudisse et que je dise quelques mots. On m'a laissé le choix de mon sujet, ce qui est quand même un avantage extraordinaire. Donc en 5 minutes, 6 minutes, je vais aborder 2 sujets. Premièrement, où en sommes-nous de l'application de la COP 21 ? Et deuxièmement, les villes là-dedans, où est-ce qu'elles se situent? Je me rappelle très bien qu'au moment où la France a posé sa candidature pour la COP 21, c'était 3 ans avant cette COP, nous avons été désignés et notre désignation a été rendue plus facile, il faut l'avouer, par le fait que nous étions les seuls candidats. Mais il y avait une raison à cette solitude, c'est que peu de gens croyaient que ça allait pouvoir réussir. On s'est mis au travail. À l'époque, j'étais à la tête de la diplomatie française, qui a fait un travail d'ailleurs magnifique. Et petit à petit, on est arrivé à convaincre, ce qui fait que le 12 décembre 2015, tous les pays du monde, tous, sans exception, ont adopté l'accord de Paris. D'ailleurs, il aurait suffi qu'un pays y soit opposé pour que, en fonction des règles de ce genre de convention, il n'y ait pas d'accord. Et cet accord, maintenant, est considéré comme la référence mondiale en matière de climatique. On dit sans cesse, l'accord de Paris dit ceci, l'accord de Paris dit cela. Et l'accord de Paris parle en particulier du zéro carbone, qui est le thème central de ce forum. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce résultat extraordinaire et historique? C'est parce qu'il y a eu la conjonction entre 3 planètes. La première planète, c'est la planète scientifique, qui a fait un travail magnifique, le GIEC notamment. Et depuis lors, depuis 2015, les scientifiques ont continué à travailler très utilement. Et c'est essentiel, parce que ce sont eux qui rendent la question crédible. Maintenant, tout le monde, sauf quelques personnes ou personnalités, je pense notamment à un Américain assez célèbre, savent qu'il y a un réchauffement du climat et qu'il est dû aux émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine. Donc bravo aux scientifiques, c'était la première planète. La deuxième planète, c'est la planète société civile, avec les villes, j'en reparlerai dans un instant, les régions, avec les entreprises, je bavardais juste il y a un instant avec des responsables d'entreprises, avec les jeunes, avec les ONG, avec toute une série de groupements. Et là, depuis 2015, nous avons eu plutôt des bonnes surprises, pas partout, mais notamment de la part des entreprises dont la plupart ont compris que non seulement c'était une nécessité, j'allais dire morale, d'abandonner les énergies fossiles et d'aller vers les énergies nouvelles en particulier, mais que c'était leur intérêt, y compris leur intérêt économique et financier et celui de leurs salariés. Et donc, je peux dire que 2015, l'accord de Paris, de ce point de vue-là, a prospéré. La troisième planète qui a rendu possible l'accord de Paris, c'est la planète des gouvernements. Et c'est là où le bât blesse. En 2015, nous sommes arrivés à convaincre tous les gouvernements du monde
et je faisais pour cela 40 000 kilomètres par mois, ce qui n'est pas très bon pour le bilan carbone, mais évidemment, si on veut voir tous les pays, il n'y avait que cette solution, pour convaincre tout le monde. Mais il y avait en particulier l'accord de la Chine, qui a été extrêmement positif dans la préparation de la COP 21, des États-Unis, à l'époque dirigés par le président Obama, de l'Europe, de la France, de l'Inde et finalement de tous les autres pays. Depuis lors, malheureusement, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens. Parce que, et là encore la responsabilité du président américain est assez lourde, un certain nombre de pays qui avaient signé l'accord de Paris mais qui n'étaient pas enthousiastes, je pense notamment à certains pays pétroliers ou à d'autres, et on peut comprendre d'ailleurs leur réticence, puisque l'accord de Paris, ça veut dire on va aller vers 1,5 degré ou 2 degrés maximum d'augmentation de la température, tous les États vont faire un effort, les entreprises aussi, tout le monde et les villes, mais ça veut dire que le charbon, il faut le laisser tomber, le pétrole, c'est mieux de le laisser dans le sol, et le gaz lui-même pose des problèmes. Et donc, si vous êtes à la tête d'un État qui vit de ça, vous voyez les évolutions à conduire. Donc, il y avait des États réticents, mais dans le mouvement d'ensemble, ils avaient été obligés, conduits, à signer. Mais depuis, évidemment, voyant que le président de la principale puissance économique du monde s'était mis hors jeu, eh bien, il disait il n'y a pas besoin de faire un effort parce que les autres ne le font pas. Depuis et ça explique pour une large part les résultats qui n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on attendait. Depuis quelques semaines, le vent, j'espère, est en train de tourner dans la bonne direction. Vous qui vous intéressez à ce sujet, vous avez vu que le président chinois a pris des positions nouvelles sur l'ambition zéro carbone, sur ce qu'on appelle le pic des émissions, que le Premier ministre japonais a été dans le même sens, le président sud-africain, nos amis britanniques, l'Europe encore il y a quelques heures, et puis il y a l'élection de Joe Biden, qui évidemment a des positions très différentes de celles de son prédécesseur, et qui va s'efforcer d'appliquer ses positions favorables à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les choses semblent évoluer à nouveau. Et c'est dans ce contexte nouveau que va être préparée maintenant la COP de l'année prochaine à Glasgow, qui devra traiter d'un certain nombre de sujets très concrets. Pour faire quoi? Pour appliquer intégralement l'accord de Paris. Mon deuxième point, qui sera plus rapide, c'est de dire, mais les villes dans tout ça, et les régions, elles jouent un rôle tout à fait essentiel. Parce que, on vous l'a dit au long de ces journées, c'est là que se décident beaucoup des éléments qui vont se traduire ou bien par des émissions de gaz à effet de serre ou bien par une société décarbonée. Quand on traite les déchets, quand on traite les transports, quand on traite le chauffage, quand on traite l'habitat, évidemment on prend des décisions en liaison avec ce grand enjeu. Et les villes, et c'est le travail en particulier d'Anne Hidalgo avec ses responsabilités, hier au C40, aujourd'hui à la tête des villes francophones, d'aller dans ce sens, et puis dans sa ville, la capitale de la France. Mais je pense, et j'en terminerai par là, qu'il y a au niveau global, et compte tenu de l'évolution que j'ai décrite, des choses nouvelles vers lesquelles il faut aller. Ce qu'on constate dans les dernières semaines, c'est que de plus en plus, il y a 3 horizons qui apparaissent nettement. L'horizon zéro carbone, en général fixé à 2050. L'horizon de ce qu'on appelle les contributions nationales, qui doivent évoluer vers le haut tous les 5 ans, mais en général, l'objectif c'est 2030. Et l'horizon immédiat avec les plans de relance, qui doivent être des plans de relance vertes et non pas des plans de relance brunes. Eh bien, je crois qu'il faut qu'il y ait une harmonisation entre ce calendrier des États au plan mondial et le calendrier des ambitions des villes. De la même façon, je pense qu'il faut qu'il y ait une évaluation en commun entre les villes et les États des résultats, parce que c'est très utile de prendre des engagements pour le futur, mais les gens n'y croient que s'il y a des évaluations objectives. Et puis, dernier point, il faut que l'on comprenne que tout ça doit être co-construit, et en particulier dans le cadre des COP.
les villes sont invitées, bien sûr, mais leur responsabilité est tellement importante que je ne pense pas qu'au niveau mondial, on puisse réussir, et c'est indispensable, si on n'associe pas les villes et les régions, et d'une façon générale aussi les entreprises, la société civile, à la détermination des objectifs. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que nous sommes aujourd'hui sur une pente de l'ordre de plus 3 degrés, 3,5 degrés, alors qu'avant l'accord de Paris, nous étions sur une pente de 5 à 6 degrés. C'est donc déjà nettement mieux. Mais il faut, si je puis dire, que la pente descende encore et que nous ne dépassions pas, c'est l'engagement de Paris, 1,5 degré ou 2 degrés à la fin du siècle. Il y a beaucoup de travail à faire. Pour une part, c'est la responsabilité des États, pour une part, c'est la responsabilité des villes, pour une part, c'est la responsabilité des entreprises, mais surtout, c'est notre responsabilité à tous d'appliquer intégralement, mondialement et concrètement l'accord que j'ai eu l'honneur de faire accepter. Merci.